L'idée, mes chers invités, c'est d'être dans la continuité de ce qui vient d'être dit avec de jeunes entrepreneurs. C'est maintenant de passer en fait donc à l'étape supérieure. Là, on a vu la création quand on est jeune et qu'on n'a pas à rougir en fait d'être jeune et de vouloir se lancer. Maintenant, ce serait plutôt de dire ok, mais maintenant qu'on est en place, comment on va faire en fait pour que cette création d'entreprise en fait soit pérenne. Voilà. Donc on va commencer tout de suite parce que on est un peu timé. Donc Nicolas va nous rejoindre tout à l'heure et il prendra la parole. On va commencer par Nathalie. Donc, Nathalie, un petit mot sur ton entreprise et ensuite, première réponse de ce qui te paraît, toi, important en fait pour que cette création d'entreprise et comment donner envie aussi de construire et de vivre après derrière avec cette entreprise. Ouais, la question est grosse pour une première question. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis présidente de la société Opus Fabrica. C'est un cabinet conseil et organisme de formation dans le secteur RH. Voilà, nous, on travaille autour de la quête de sens. On accompagne les entreprises à créer les conditions que les gens aient envie de travailler dans cette entreprise. Il y a beaucoup à changer, la preuve tout à l'heure, hein, beaucoup de jeunes disaient jamais être salarié. Moi je crée ma boîte, je trouve ça génial, mais je pense que l'entreprise elle va pouvoir se réinventer pour qu'on ait peut-être d'autres alternatives que ça. Une fois, alors moi j'ai créé mon entreprise, la première, j'étais en pleine étude, j'ai fait un doctorat en psychologie et pendant mon doctorat, donc j'ai créé ma première entreprise. Et puis après, je l'ai fermée, j'en ai créé une avec 4 associés, et puis on a été racheté par un groupe, ça s'est pas bien passé, et puis je suis devenue salariée pour la première fois de ma vie, c'était tard. Bon, en prévenant quand même qu'il fallait me laisser faire ce que je voulais, bien sûr. Et cette entreprise, 6 ans après, je l'ai rachetée. Et puis j'en ai racheté une deuxième et on a formé un groupe. Voilà, donc c'est pour vous donner un peu les grandes étapes du parcours. Et ce que je peux vous dire principalement, c'est que les jeunes entrepreneurs tout à l'heure parlaient de l'ascenseur émotionnel. Alors oui, et du coup, il faut faire un gros travail sur soi. Pour arriver à le gérer parce que c'est effectivement pas simple et il faut savoir quand on se lance qu'il y aura ces moments-là et on les a pas qu'au début. C'est tout le long du projet. Voilà. Mais c'est pas grave en fait. Il faut pas s'en faire une montagne. Il faut juste le savoir à l'avance pour pas être surpris quand ça arrive. Savoir que c'est juste un moment et qu'on en sort et créer les conditions justement pour en sortir. Allez, ça va être ma première prise de parole. Allez, on accueille donc Nicolas qui vient de nous rejoindre. Nicolas Durand, donc de la société Cosinergie. On peut te donner la parole, du coup, puisque tu viens d'arriver. On donnera la parole ensuite aux autres intervenants. Je disais, mais tu es au courant, parce qu'on en a parlé ensemble, l'idée, c'est de cette table ronde, c'est de donner, en fait, des méthodes ou des techniques pour, une fois que l'entreprise a été créée, parce qu'on a la volonté de la créer, comment on fait pour qu'elle soit pérenne. Il y a plusieurs solutions, bien entendu, et on reviendra sur les collaborateurs aussi, parce que tout à l'heure, on a entendu que ne pas vouloir être salarié, les salariés, on en a besoin aussi pour que ce soit pérenne. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, du coup, moi, je dirige aujourd'hui Cosinergie, qui est une société qui a un petit peu moins de 10 ans. C'est pas la première société que j'ai créée. J'en avais créé une première pendant mes études, qui était dans le secteur de la communication, qui m'avait permis de gagner un tout petit peu d'argent. Mais ce tout petit peu d'argent, ça m'a permis de faire le capital de la suivante, qui s'appelait Panosol, qui était du coup à Toulouse, qui faisait de la vente et de l'installation de systèmes solaires, thermiques et photovoltaïques, pour ceux qui connaissent un peu la technique. Et cette société-là, on l'a créée avec un associé. Elle s'est assez bien développée sur une bonne partie de la France. On l'a ensuite revendu à un groupe, qui était le groupe Engie, qui l'a après fondu dans ses activités. Et puis Cosinergie, c'est la dernière société que j'ai créée, du coup avec un peu plus de moyens que les précédentes forcément. Et voilà, pour vous représenter, ça
Ça fait 125 collaborateurs et on a également comme une plateforme, on a une plateforme digitale et on fait travailler après presque 400 entreprises de travaux. Donc, puisque le métier, c'est tout ce qui est rénovation énergétique de l'habitat. Voilà, donc du coup, ça c'est les entreprises que j'ai créées. J'en ai aussi aidé certaines. Voilà, bah, c'est passionnant. Donc maintenant, pour la question sur rendre l'entreprise pérenne, moi je dirais la première chose, c'est il faut des clients. Voilà, donc c'est quand même d'être hyper pragmatique en premier sur les clients. Moi, ce que j'ai observé, parfois des gens qui veulent créer des entreprises, c'est qu'ils vont beaucoup réfléchir au nom, ils vont beaucoup réfléchir où est-ce qu'on va mettre les bureaux, parce que ça fait plaisir à tout le monde, ça, hein, c'est rigolo. Mais bon, il y a quelque chose qui fait manger, c'est le chiffre d'affaires, et le chiffre d'affaires, c'est les clients. Donc voilà, première chose, moi je dirais ça, c'est un peu pragmatique, mais en tout cas, moi dans les structures, j'ai toujours commencé d'abord par trouver les premiers clients, voir s'il y a vraiment un marché, et puis après on peut accélérer. Mais si on fait dans l'autre sens, ça peut être un peu dangereux, voilà. Bon, sauf si c'est des deep tech ou des choses avec de la recherche, tout ça, c'est encore des métiers différents. On va donner la parole à Grégory. Même chose, Grégory. Présentation rapide de ton entreprise. Ouais. Et même question, du coup. Voilà, quels sont pour toi les premiers intérêts, en fait, pour que cette entreprise, créer une entreprise, encore une fois, je le dis, c'est bien. La pérenniser, c'est mieux. Oui, alors, très bonne question. Je vais essayer de répondre au mieux. Moi, pour contextualiser, j'ai monté une société qui développe une application dans le tourisme, à la fois à la destination des professionnels, donc des châteaux, des musées, où en clair, on leur met à disposition un outil qui leur permet de créer une application pour les personnes qui viennent visiter le site. Et de l'autre côté, en fait, j'ai créé pour n'importe qui, vous, moi, on se connecte sur Henry Trip et vous pouvez accéder à plus de 100 000 références et vous créez votre propre itinéraire pour partir en voyage. Voilà, c'est aussi simple que ça et c'est gratuit. Alors, pour répondre à cette question, déjà, Nicolas et Nathalie, vous avez dit des choses qui étaient pour moi assez intéressantes. Il me reste plus grand-chose dans mon panier pour compléter, mais enfin, je vais essayer de trouver. Il y a une chose qui me vient, c'est qu'il n'existe pas de méthode pour rendre une entreprise pérenne, si ce n'est que c'est de s'appuyer sur les bases que vous avez citées. Mais une entreprise, c'est un petit peu comme je dirais, une montagne à gravir. Ça sert à rien de la gravir trop vite. Pour gravir une montagne, il ne faut pas un cheval de course, il faut un âne. Je dis souvent cette expression. Parce qu'un âne, lui, il ira en haut. Le cheval de course, il va s'épuiser avant. Donc pour être une entreprise pérenne, il faut avoir la capacité physique de courir un marathon, pas un sprint. D'être capable d'aller loin, de ne pas tout donner d'un coup, de savoir conserver son énergie, d'être capable de prendre du recul. Tout à l'heure, j'ai entendu une des entrepreneuses qui disait moi, je me réveille avec mon entreprise, je me vis la journée avec mon entreprise et je dors avec mon entreprise. Pour moi, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'il faut être capable, à un moment donné, de se dire je coupe, je respire. Le soir, je rentre chez moi, c'est ma vie. Je pose, je continue de voir des amis. Sinon, vous serez incapable de prendre du recul. Si vous ne prenez pas de recul pour moi, vous allez vous saborder au bout de 2-3 ans. Voilà. C'est pour moi la seule chose qui me vient maintenant. C'est un élément important. Donc là, on a 3 éléments différents sur lesquels on va pouvoir continuer à développer. Et Florian, donc l'entreprise Origine Créative. Même question, je vais pas les reposer, on va gagner du temps. Oui, donc du coup, Origine Creative Agency, c'est une agence de communication digitale, donc fondée sur Toulouse il y a 2 ans. Et donc, je rejoins beaucoup ce que tu dis, du coup, en fait, sur le fait de savoir prendre énormément de recul, chose que je faisais peut-être pas forcément avant dans les premiers projets que j'avais lancés, et qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve dans un mur, on se retrouve complètement bloqué. Et du coup, pour la partie agence digitale, c'est vrai que il y a eu cette espèce de prise de conscience de se dire que voilà, finalement, ok, je suis peut-être patron de ma propre boîte, par contre, je fais mes horaires. C'est-à-dire que voilà, je me fixe aussi des horaires. Bon, évidemment, quand il y a du boulot, je reste plus tard, comme n'importe qui. Mais comme n'importe quel salarié, je m'octroie 5 semaines de congés par an. Je prends les ponts quand il faut prendre les ponts. Je fais des horaires et des heures sup s'il faut que je prends en récupération. Et en fait, j'essaie de me comporter comme étant un salarié dans la boîte. Et finalement, c'est tous les salariés qui font avancer la boîte ensemble. Et ça fait que derrière,
en fait, voilà, j'arrive à garder cette petite distance et de me dire que bon, voilà, quand il faut prendre un peu de recul, j'y arrive. Mais c'est vrai qu'au début, par contre, c'était pas du tout le cas et ça faisait, c'est vrai que ça faisait mal. On passe par des moments de douleur qui sont des fois pas super faciles. Et voilà. Autre chose, après, quand on parlait aussi de trouver des clients, c'est super important, mais il faut savoir aussi bien quantifier ce qu'on fait, ce qu'on vaut et combien on va le vendre. Et ça, c'est vrai qu'aussi, c'est pas ultra simple de pouvoir réussir à augmenter ses tarifs en fonction de ses charges ou alors augmenter son volume avec l'augmentation de charges. Et finalement, si on n'est pas, si on n'est pas un financier dans l'âme, c'est pas super facile. Et bon, voilà, je vais pas vous mentir, hein, quand j'étais à l'école, les cours de finance, je les suivais pas du tout. C'était vraiment le truc qui me prenait le plus la tête. J'ai dû plus finir Pokémon en cours de finance qu'écouter ce qu'était un bilan. Et finalement, aujourd'hui, je le regrette énormément. Parce qu'il y a beaucoup de lacunes là-dedans, et ce qui fait que voilà, quand je parlais avec mon expert comptable, c'était un peu compliqué. Donc j'ai dû vraiment m'y remettre et pouvoir finalement scaler son activité et monter ses tarifs en fonction voilà, des clients qu'on commence à avoir, et puis des projets et des personnes qui rentrent dans la société, et des bureaux, et des locations, etc. etc. Alors tu me tends la perche, Florian, puisque la deuxième question, c'était justement ça, c'est se dire, ok, maintenant on y est arrivé, on a un passé différent, on a eu des expériences différentes. Qu'est-ce qui nous a permis d'y arriver? Est-ce qu'on a fait appel à des personnes? Est-ce qu'on a fait des formations? Est-ce qu'on a comment on y arrive, Nathalie, à ça, par exemple? Oui, alors en écoutant Florian, justement, c'était l'idée évidente, hein, qui vient à la suite. Je crois que quand on est entrepreneur, il faut s'intéresser à tous les domaines de la vie de notre entreprise. On ne peut pas se désintéresser d'un aspect, alors certainement pas de la gestion financière, mais... Et en même temps, on ne va pas être expert de tout et on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire bien parce qu'on n'est pas bon dans tout, parce qu'on n'a pas le plaisir dans tout. Alors, ne pas s'en désintéresser parce que c'est vous le pilote et vous ne pouvez pas avoir un point aveugle sur une partie de votre entreprise. Par contre, il faut être super bien accompagné. Voilà. Être bien accompagné par des professionnels qui ont l'expertise que vous n'avez pas, qui finalement vous forment en vous accompagnant. Moi, j'apprends tous les jours avec mon conseiller financier. Il m'apprend plein de trucs et voilà, je vous ai dit, hein, moi j'ai fait psycho, hein, comme une des jeunes personnes tout à l'heure, donc aucune formation en gestion. Donc on apprend en étant accompagné et ça, il ne faut pas oublier cette dimension-là. Il faut d'abord, alors complètement d'accord, des clients et après de très bons partenaires. Votre banquier, c'est votre partenaire. Votre expert comptable, c'est votre partenaire, etc., etc. Voilà. Donc ça me paraît fondamental. Et ça, c'est tout au long de la vie de l'entreprise. Donc il faut être ouvert aux gens qui partagent votre réseau immédiat, mais il va falloir aller à la rencontre d'autres gens qui ne font pas partie de votre environnement de vie aujourd'hui. Il va falloir aller les rencontrer. Des événements qu'aujourd'hui, ça sert à ça. Les accompagnements d'aide à la création d'entreprises permettent aussi ça. Voilà, c'est une très très belle occasion parce que ces gens-là, ils ne sont pas dans vos écoles. Voilà. Nicolas, une expérience peut-être qui pourrait t'amener à donner un conseil d'un partenaire ou de quelqu'un qui t'a accompagné peut-être? Oui, donc moi j'abonde tout à fait là, par rapport à ce qui a été dit. Et bon, dans mon cas personnel, oui, j'ai sollicité les dispositifs. Hein, donc si je me remémore, hein, donc c'est 15 ans en arrière sur ma première entreprise, enfin la deuxième plutôt, celle qui était voilà, un peu plus importante et qui nécessitait des capitaux. On a sollicité tout ce qu'on pouvait solliciter. Donc je crois que la CCI faisait à l'époque quelque chose, on l'a sollicité. Il y avait le réseau Entreprendre, qui est un réseau qui va à la fois permettre d'avoir un prêt d'honneur, si je me souviens bien. Donc c'est pas une subvention, mais c'est un prêt à taux zéro, sur lequel on n'est pas caution personnelle. Donc c'est quand même intéressant. Si ça marche, on le rembourse. Si ça ne marche pas, on ne le rembourse pas. Donc ça, on l'avait sollicité. Et en plus, c'était accompagné d'un coaching. Donc ça, c'était vraiment une opportunité. On avait un chef d'entreprise voilà, confirmé, qui avait vraiment réussi et qui prenait de son temps, un jour par mois, pour le passer avec nous. Et donc c'est quand même précieux. Donc je poursuis un peu ma réflexion chronologique. Bon, là, on était également dans une pépinière d'entreprise. Donc on était dans une pépinière d'entreprise du Grand Toulouse. Il y en a plusieurs qui existent maintenant, parfois incubateurs, pépinières d'entreprise. Il y a différents
formats, je les connais plus très bien tous. Mais c'est très intéressant parce que là, tout de suite, on est connecté avec d'autres chefs d'entreprise. Donc ça, c'est intéressant. On peut partager, se dire un peu ce qu'on ne peut pas forcément dire à ses premiers salariés. Et puis, on a tout l'écosystème autour. Donc voilà, il y a également les syndicats patronaux. Parce que quand on est un chef d'entreprise, on est un patron. Donc la CPME... J'ai cru que personne n'allait en parler. J'étais prêt quand même. J'étais prêt quand même. Ça vient, Mais ça vient peut-être juste un peu après certaines choses, mais ça peut aider. Ça peut aider aussi, parce qu'on a après toutes sortes de sujets qui viennent sur la table. Mais ça, peut-être tu pourras en parler un peu plus pour les On va lui donner la parole à Grégory justement Mais- pour savoir si lui aussi il a eu quelques expériences avec des partenaires. Et peut-être juste Nicolas, pardon. avant, et parce que c'est pas fini, parce qu'il y en a encore plein des partenaires. Mais après, il y a tous les partenaires financiers. C'est vrai, ça compte aussi. Donc, ça peut être les banques, ça peut être des investisseurs. Donc là, il y a tout un volet aussi c'est tout un chapitre. Là. Les investisseurs, on pourrait faire 1 heure rien que sur ça. Mais bon, ça c'est. Et puis il y a ceux qui vont faire aussi évoluer le chef d'entreprise, la formation. Donc moi, c'est vrai que entre mes 2 entreprises, j'ai refait une formation, voilà, qui était plus ce qu'on appelle un executive MBA. Bon, mais c'est ça. Après, d'autres c'est du coaching, mais c'est vrai que le chef d'entreprise, il apprend tout le temps en fait. Et je pense que c'est important d'être tout le temps dans la remise en question, apprendre, s'ouvrir, rencontrer, sortir effectivement de l'entreprise pour aller voir d'autres chefs d'entreprise, pour le faire. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, vraiment d'aller vers l'extérieur. En fait, il y a le chef d'entreprise vers ses collaborateurs, vers l'intérieur, et l'autre partie, c'est vers l'extérieur. Et il ne faut pas l'oublier, ça. C'est ce qu'a un petit peu souligné Grégory tout à l'heure en disant qu'il fallait s'extérioriser un petit peu. Exact. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que la vie d'un chef d'entreprise, c'est quand même beaucoup de bas, peu de hauts. C'est faire preuve de beaucoup de résilience, un peu comme vous qui êtes resté pendant que vos camarades sont partis fumer, pour donner un ordre d'idée. C'est pas lâcher, c'est rester accroché. Et dans cette idée d'accompagnement que tu disais, Nicolas, et que tu as introduit, Nathalie, complètement, il y a vraiment un conseil que je donne, c'est en fait de ne jamais avoir peur. Demander aux autres, demander à être accompagné, c'est pas être mauvais. C'est être conscient qu'on a une chance de plus de réussir. Je m'explique. En France, sur 5 ans, est-ce que vous savez, sur 4 entreprises, combien va passer le cap des 5 ans en France? Il y en a une seule qui va passer le cap des 5 ans. Sur ces 4 entreprises, 3 vont mourir. Si le chef d'entreprise est accompagné dans la création de sa boîte, on réduit ce taux à peu près, on augmente le taux de réussite de 36%. 36%, c'est peut-être pas énorme, mais je vous assure que ça fait la différence. Et donc, il faut aller chercher de l'accompagnement, il faut aller chercher du coaching, il faut chercher de l'aide. Pas auprès de votre ami là, avec qui vous prenez la bière, qui lui est salarié depuis 30 ans, qui va vous dire alors là mon gars tu veux comme ça. Laissez tomber, ça sert à rien. Surtout pas auprès de vos parents qui risquent de stresser parce que vous allez leur dire oh là là je sais pas comment j'ai payé mes salariés, et vos parents vous dire faut arrêter maintenant, dépose la boîte. Non, faut y aller, il faut continuer. Donc du coup, il faut se faire accompagner par des gens qui savent. Et les gens qui savent, c'est ce que tu viens de dire, c'est les entrepreneurs. Ceux qui ont monté des boîtes, ceux qui existent. Et d'ailleurs, au sein de la CPME 31, par exemple, je rebondis là-dessus, je fais une petite promotion et je m'en excuse, mais je pense que je peux me le permettre. On a mis en place un programme qui s'appelle les 10 commandes de l'entrepreneur. Quand vous intégrez la CPME 31, vous pouvez adhérer à ce programme. Ce programme, il est simple. Il y a 10 experts, 10 personnes qui vont donner 10 clés de business pour réussir. Aussi simple que ça. Ça tourne, ça fonctionne. Vous sortez là, vous avez un accompagnement, vous avez déjà sur 10 thématiques différentes une vision, une petite aide. Et en plus, vous êtes accompagné par des mentors. Nathalie, ici présente, en fait partie. Donc voilà, mais ça, en fait, il ne faut pas avoir honte d'être accompagné. J'insiste là-dessus. Souvent, on se dit, oui, je vais me faire aider, j'ai honte. Non, surtout pas. Faites-vous aider. Florian? Oui, totalement d'accord. Le fait de se faire aider, c'est bien que tu dises qu'il faille aller chercher un entrepreneur qui ait vécu plus ou moins les mêmes choses. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, dans mon expérience, c'est quelque chose qui a bien marché. Le fait de se poser la question à un moment donné, de milieu de mois, de se dire, à la fin du mois, je ne sais pas comment je vais rémunérer les salariés. Et au final, il y a toujours le petit truc qui arrive à tomber au dernier moment. Ça, on l'a vécu 1000 fois. Mais d'avoir effectivement un entrepreneur qui vienne à un moment donné vous donner les conseils et te dire, et qui puisse dire, en fait, regarde, moi j'ai échoué ici et parce que j'ai pas fait ça ou justement j'ai fait ça. Et en fait, tu es en train d'aller exactement dans le même mur que moi. Là, ce que je vais te donner et ce que je vais te dire de faire, c'est justement pour pas que tu reproduises cette situation. Et moi, finalement, ça m'a aidé vraiment plus d'une fois, le fait de pouvoir échanger avec des gens qui me donnent des tips et des conseils intéressants.
et qui finalement réussissent à vous ouvrir l'esprit, sachant que vous êtes borné dans ce que vous faites. Et alors quand vous avez du coup derrière une équipe qui vous entoure et qui est aussi bornée que vous, finalement c'est un peu compliqué. Donc il faut vraiment avoir ce regard extérieur qui permette de se poser, de pouvoir avancer et passer les obstacles. Donc sur la formation, c'est la même chose parce qu'il y a forcément des domaines dans lesquels on est bien moins bon que d'autres. Alors on peut effectivement faire confiance à nos salariés qui sont là pour être bons dans leur domaine. Nous, on doit juste avoir plus ou moins la compétence pour pouvoir les guider quand il le faut, connaître les temps de projet, etc. Ça, c'est important. Mais il y a d'autres choses où le chef d'entreprise ne peut pas passer à côté. Bon, j'avais dit la finance tout à l'heure. Malheureusement, on est obligé, même si c'est naze. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce qu'on n'a pas le choix. Il n'y a que nous qui maîtrisons ça. Et du coup, par exemple, le commercial, c'est aussi quelque chose. Des fois, il y a des entrepreneurs, ils sont pas du tout commerciaux. Ils ont du mal à aller vers le client. Alors qu'en fait, c'est la base de la base pour pouvoir finalement avancer, c'est d'avoir du client. Donc même ça, il y a des formations. En tant qu'entreprise, on a tous des OPCO. Il y a plein de personnes qui peuvent nous accompagner là-dessus. Il y a des formations, il y a des gens, il y a des organismes. Vous avez parlé de la CCI, il y a la CPME, il y a des organismes de formation. Bref, il y a plein de choses pour se faire accompagner. Le seul truc, c'est de passer le cap et de se dire « Ouais, ok, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça, il faut que je le fasse. » Donc voilà, il faut juste rester un peu humble sur ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Et c'est ce qui nous permet d'avancer aussi. Alors Florian, ça fait 2 fois que tu me tends la perche. Du coup, je vais sur cette 3e question. On en parle depuis tout à l'heure et même depuis ce matin, parce que ce matin, on a parlé de contact humain avec les artisans et les commerçants qui ont intervenu sur le commerce de proximité et les atouts du commerce de proximité. C'est l'humain. L'humain dans l'entreprise, c'est important. La gestion des collaborateurs aussi. Actuellement, on est dans une phase de recrutement parce qu'on a des pénuries en fait de recrutement, tout simplement, dans différents secteurs. Et je crois qu'il n'y a pas un secteur en particulier qui n'est pas touché par des problématiques de recrutement. Comment on peut conseiller le chef d'entreprise ou la personne qui a envie d'entreprendre de trouver en fait son équipe adaptée à son développement? On garde le thème. Bon ben non, allez, on y va, Grégory. Après, justement, par rapport à ta question, j'aimerais préciser un élément. Il faut distinguer 2 types de chefs d'entreprise. C'est celui qui veut se monter seul, qui veut rester seul et qui ne peut pas s'embêter à avoir des salariés. Excuse-moi de parler comme ça. Et celui qui veut avoir des salariés. C'est quand même 2 chefs d'entreprise différents et ce n'est pas du tout la même aventure. Après, je vous laisse y aller parce que là, j'ai pas forcément maintenant la réponse à la question, ça va me venir. Alors après, forcément, il y a des entreprises qui vont avoir besoin, tu as raison Grégory de le dire, et d'autres où on peut être vraiment seul, ça peut être de l'auto-entrepreneuriat ou ça peut être une SARL tout seul, c'est largement possible. Mais dans le cas où on veut amener un développement, si on est seul, on va forcément aller chercher des partenaires à côté. Mais si on veut, si on a une activité qui demande en fait du coup des collaborateurs, comment on peut conseiller justement de bien s'entourer? Bon, alors là, du coup, je peux prendre la parole parce que moi, c'est mon métier d'accompagner les entreprises sur ce sujet-là. En fait, vous pouvez partir déjà, si vous avez le projet de vous lancer, vous posez la question, pourquoi je veux me lancer et me mettre à mon compte? Ce qu'on entend beaucoup, et chez les jeunes qui, au sortir des études, créent leur entreprise, ou des gens qui démissionnent, qui quittent le salariat pour créer leur entreprise, c'est qu'ils ne veulent plus être salariés. Ils veulent être libres, ils veulent avoir de l'autonomie, ils veulent pouvoir organiser leur temps de vie perso et pro comme bon leur semble. Bon, alors après, la vraie vie, vous avez entendu, ce n'est pas tout à fait ça qui se passe, bien qu'il faille faire attention de le faire, sinon on regrette. Donc, puisque vous vous posez cette question-là, préparez-vous à organiser une entreprise qui n'amènera pas vos salariés à se dire « surtout pas ». Comment vous allez donner envie à des collaborateurs de participer à votre projet, c'est-à-dire leur donner une raison d'en être de votre projet, parce que dans tous les cas, c'est votre projet. Mais comment vous allez... Donc, il faut, on le disait tout à l'heure, on commence d'abord à avoir des clients. Donc, vous réfléchissez à comment donner envie à vos clients d'acheter votre service plutôt que de l'acheter à la concurrence. Il faut se poser exactement la même question. Comment je donne envie à des gens de faire partie du projet? Et après, ça va être la posture que vous allez avoir. Si vous avez une posture haute, où vous êtes le chef avec ses subordonnés, là, vous n'êtes plus du tout dans l'air du temps.
Ça ne marche plus. Aujourd'hui, dans une entreprise, on coopère. Donc vous, il faut que vous soyez bien vertical, bien ancré dans le sol, bien pragmatique, avec vos rêves, vos valeurs qui vous guident, bien les connaître, ne jamais les oublier pour avancer dans la tempête. Et votre collectif, il est horizontal et on travaille tous ensemble. C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Ça, bon, il y aurait beaucoup plus à dire. Là, c'est pas 2 minutes. Mais voilà, pour moi, les clés essentielles, ce sont vraiment celles-là. Quelqu'un d'autre pour... Moi, j'aurais dit exactement pareil, en moins bien. Donc mais peut-être juste illustrer ce qu'elle vient de dire par moi un exemple concret. Moi, j'ai 10 agences et on fait du recrutement partout. Et j'en ai une sur laquelle on ne recrute pas. Alors, on a du mal, on a du retard. Et ça fait plusieurs fois que je vais à la charge auprès du responsable d'agence. Et il me dit oui, mais chez nous, c'est pas pareil. Bon, ça, c'est toujours la réponse qu'on me dit, quel que soit le sujet, quand il y a quelque chose qui va pas, on me dit non, mais chez nous, en fait, c'est pas pareil. Mais bon. Mais en fait, quand je vais à un autre, il me dit chez nous, c'est pas pareil. Moi, en vrai, c'est pareil. Mais voilà, mon point d'inquiétude, c'est qu'il se positionne justement pas comme elle l'a décrit et qu'il se positionne peut-être un peu trop, entre guillemets, en petit chef. Et ça, c'est vrai que ça passe pas forcément bien avec tout le monde. Et aujourd'hui, il y a des opportunités quand même. Et je pense que c'est vraiment important que les gens adhèrent au projet et puis au mode de management, à la personne. Voilà. Donc, et surtout, j'ai envie de dire, quand on est plus jeune, qu'on va recruter des personnes plus âgées. Parce que là, c'est un peu son cas aussi. Il est assez jeune. Alors parfois, comme on est jeune, on se dit, je vais compenser en ayant l'air... sérieux, voilà, limite autoritaire, tout ça, et c'est pas ça en fait. Je pense pas que ce soit ça. Voilà. Grégory, tu voudrais rajouter peut-être quelque chose sur le... Ouais, oui, j'ai 2 éléments peut-être à rajouter. Le premier, c'est la transparence. C'est être transparent, dire ce qui se passe dans la boîte. Moi, je communique beaucoup là-dessus. Et de ce fait, de cette transparence, en fait, moi, en permanence, je suis très actif sur les réseaux sociaux. Pour la simple et bonne raison que je raconte ce qui se passe en fait dans la boîte en permanence, les problèmes qu'on a, ce qu'on rencontre, les difficultés. Comme ça, déjà, ça informe mon entourage, ça informe aussi mes salariés, parce que je crois que mes salariés me suivent tous quasiment sur les réseaux. Donc, quand on a des rendez-vous qui se passent mal, ils sont au courant. Et en fait, cette communication transversale, elle est hyper importante, parce que pour être embarqué dans un projet, il faut le vivre. Si tu n'es pas dans le projet, si tu es exclu, si au final tu n'es pas au courant des infos, tu te sens pas dedans. Donc nous, on a travaillé là-dessus depuis le début d'Henry Trip. Henry Trip, on sait ce qui se passe, on sait ce qu'il y a à l'intérieur du réacteur, et tout le monde est informé, c'est clair. Récemment, on a eu un problème de locaux, on a failli être à la rue à la fin du mois. Ouais, tout le monde était au courant, tout le monde était informé, il n'y avait pas de souci, tout le monde a vécu l'enfer ensemble. On était au moins 11 à être ensemble dans ce problème. C'est des choses comme ça, je pense, qui aussi rassemblent une équipe. Et c'est aussi la chose qui est importante quand on est chef d'entreprise, c'est fédérer cette équipe. Mais ça, vous l'avez bien mieux dit que moi. Florian, c'est un élément à rajouter. Ouais, parce qu'effectivement, au début, c'est pas du tout facile, surtout quand quand on commence tout jeune. C'est vrai que je savais que quand j'étais, soit dans mes alternances ou mes anciennes expériences professionnelles, je savais dire ce que je voulais pas en termes de patronat, ce que je n'aimais pas, par exemple, en termes de gestion, de prise de décision. Mais ça, c'est facile quand on est salarié de pouvoir critiquer à un moment donné et de dire ce qu'on veut pas. Mais on voit pas tout l'envers du décor, en fait, de ce que le patron peut supporter ou avoir sur ses épaules. Donc, automatiquement, en tant que bon résistant à la fin, en sortant de là, je me suis dit, quand j'ai monté ma boîte, oui, mais moi, je veux pas que ce soit comme ça. Et en fait, aujourd'hui, je commence à les comprendre un petit peu plus quand même. Mais mine de rien, au début, on ne sait pas du tout comment faire. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on commence à avoir des salariés, après, bon, je pense que je ne suis pas non plus à haut niveau, j'ai que 4 personnes, mais rien que déjà ça, c'est déjà un step qui est énorme. Et de passer de 0 déjà à 4, c'est monstrueux. Et puis, il faut savoir s'adapter, il faut pouvoir parler avec tout le monde. Donc, on fait un point tous les mois avec chaque personne. Donc, un petit point individuel, histoire de voir ce qui va pas. Ils donnent tous une note sur plusieurs critères de la boîte, que ce soit l'ambiance, que ce soit les locaux, qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer, les projets, comment ils se sentent, etc. Et c'est des choses qui permettent d'aller toujours vers l'amélioration. Donc, c'est-à-dire que même s'il y a des notes qui sont négatives, elles sont super importantes parce qu'elles doivent être justifiées. Et cette justification permet l'amélioration. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose, je vois.
En fait, ce que tu dis, ça me fait rebondir sur un point. Nous, chez Henri, par exemple, on a mis en place par mois, il y a 4 événements qui sont différents, où on se retrouve en fait avec toute l'équipe on a fait autour de la thématique du rugby. N'oubliez pas de regarder le match ce soir du Stade Toulousain contre Castres, on va les atomiser. Mais plus sérieusement, nous, on a fait par exemple des thématiques avec une touche où on prend le temps par matin de discuter, une mêlée à 9, on se retrouve tous ensemble, on dit ce qui ne va pas dans 3 points positifs de la boîte, 3 choses qui vont bien dans la boîte. On se retrouve aussi pour donner une idée. En fait, chaque mois, chaque salarié propose une idée et on élit une des idées et on la met en place dans la boîte. Et c'est toutes ces petites choses-là, step by step, qui permettent en fait de construire un projet commun. C'est que chacun peut avoir la parole, peut donner son avis, peut donner son idée. Et au final, je pense que ça permet de continuer à gravir cette montagne. Vas-y. Oui, on a encore le temps. Juste peut-être, rajouter un point, c'est qu'il y a vraiment un phénomène de transformation énorme qui est en train de se produire par rapport à la question du salariat. Et je pense que les entreprises que vous allez construire, elles ressembleront beaucoup plus à ce nouveau modèle qui est en train d'émerger. Et on le disait, le salariat séduit de moins en moins. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être entrepreneurs. Voilà. D'autres qui ne veulent pas. Donc, il y a toujours des gens qui ont envie quand même d'être salariés. Ils n'ont plus envie de vivre le salariat de la manière ancienne, mais ils ont toujours envie d'être salariés. Et je pense que demain, l'entreprise, ça sera une entreprise archipel. C'est-à-dire où il y aura l'île principale, c'est la boîte, avec ses locaux, avec l'équipe de premier niveau, on va dire. Et puis, plein d'autres, des indépendants notamment. Donc, vous pouvez soit créer une entreprise avec un projet de faire grandir, d'avoir des collaborateurs, tout ça, ou, ce que tu disais tout à l'heure, créer son entreprise et rester en solo. Mais souvent, les solos, ils vont travailler pour des entreprises, ils vont être prestataires. Et pour moi aujourd'hui, mon entreprise, c'est 32 collaborateurs salariés et 40 collaborateurs freelance. Et pour moi, c'est ça l'entreprise archipel. Et mon équipe, c'est tous ces gens-là. C'est pas juste les 32 collaborateurs. Et ça, c'est un modèle intéressant et vous pouvez vous positionner sur une des îles ou sur une autre. Voilà. C'est une belle image qui donne envie du coup, mais en effet, ça permet de dire qu'il faut s'adapter à demain déjà, même si on commence aujourd'hui, et même nous qui sommes entrepreneurs depuis quelques années, aujourd'hui à changer en fait nos façons de faire dans l'entreprise. Florian, il va falloir que tu te mettes aux finances, t'as pas le choix, parce que c'est important malgré tout. Voilà, et aujourd'hui, on se rend compte dans le recrutement, pour rester sur ce thème-là, cette question-là, on se rend compte que les choses ont changé un petit peu aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, entrepreneurs, quand on recrute, on doit plus séduire que le candidat doit nous séduire, en fait. C'est un peu... est-ce que vous avez ce sentiment ? Alors, pour moi, sur cet élément-là qui est assez sympa, c'est que il faut aussi prendre en compte l'évolution un petit peu de la société actuelle où tout le monde a envie d'être entrepreneur, parce que tout le monde se met sur regarde TikTok et Instagram, on a l'impression qu'être entrepreneur, c'est gagner des millions. Il y a juste un point que j'éclaircis avant. Tu connais un entrepreneur millionnaire, tu as un peu dans ton entourage ? Non, moi non plus. Ça fait rêver, c'est sur le papier, c'est très beau. Je pense qu'il y en a un parmi 1000 et encore, je suis gentil. Donc, il faut contextualiser. Après, moi, je n'ai pas ce sentiment de devoir séduire, moi, lors d'un entretien d'embauche, etc. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, je n'ai pas besoin de séduire. J'ai besoin juste que ça soit un moment d'échange, qu'en tout cas, on soit en adéquation avec les valeurs, qu'on se comprenne, qu'on puisse en tout cas avoir un objectif commun, que les choses soient dites au départ et on arrive à un bout et on sait où on va ensemble, que les choses soient carrées. Et après, je pense que c'est ça le plus important. Je ne me sens pas dans un rapport de séduction. En tout cas, le seul rapport de séduction que j'ai, c'est avec ma femme et c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Moi, quand même, je pense qu'il faut effectivement présenter l'entreprise et le projet sous son meilleur angle. Et ça, c'est un peu du commerce, ou un peu de la séduction quand même, mais je dirais. Parce que, il y a quand même un peu de choix aussi pour la personne qui cherche du travail. Donc,
Voilà, donc je pense que c'est les deux. Moi je trouve que il faut pas négliger le fait de bien expliquer le projet. On n'est pas que là pour écouter le candidat. C'est les deux. Et voilà. Après, sur cette question, voilà. Après, pour ceux qui veulent créer les entreprises, il y a différents types de projets. C'est vrai que je pense que le fait de faire de l'argent pour faire de l'argent, ça peut pas être le seul projet. C'est pas évident d'attirer des gens sur ça en leur disant venez chez moi. D'ailleurs, c'est comme ça je vais gagner de l'argent. Bon, ça c'est sûr, ça va marcher. Et, on l'a un peu entendu tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais on a un peu entendu tout à l'heure qu'il faisait un peu l'amalgame en fait en disant je vais créer mon entreprise parce que je vais gagner plus d'argent. Après, attention, malgré tout, pas tout de suite peut-être. Non, mais après, malgré tout, ce qui est vrai, c'est que si ça marche, on peut gagner beaucoup plus d'argent en étant à son compte qu'en étant salarié. C'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai. Parce que là, ça peut être déplafonné sur les dividendes qu'on peut se verser, ou il peut y avoir après un jour la revente de tout ou partie de l'entreprise. Et donc, c'est vrai que là, ça peut générer des montants qu'on ne peut pas générer en tant que salarié. C'est vrai. Mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit le seul moteur de la création d'entreprise, sinon il y a des chances que ça ne marche pas. Voilà. En même temps, on n'a pas tout à fait le même planning et les mêmes horaires de travail. Parce que ça aussi, c'est important de le souligner, créer son entreprise, même si on s'octroie des moments où on va penser à son loisir, on est quand même beaucoup présent dans notre entreprise. Oui, mais il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Greg le disait tout à l'heure, c'est vital. On ne tient pas si on n'a pas une vie à côté. Voilà. Quand on quitte le salariat pour créer son entreprise, c'est justement parce qu'on veut retrouver une qualité de vie, on veut pouvoir concilier vie pro, vie perso. C'est pas pour se jeter à corps perdu dans son projet d'entrepreneuriat en ne faisant plus rien, en ne voyant plus personne, en faisant exploser son couple, en oubliant de s'occuper de ses enfants. Enfin, moi, je distingue vraiment deux choses. Il y a l'entreprise et le projet. Vous avez un projet de vie dont un des axes, c'est votre projet professionnel, qui peut être donc un projet entrepreneurial. Et puis, il y a votre entreprise. Votre entreprise, c'est un des moyens pour accomplir ce projet. Mais il faut rester dans le projet. Et le projet professionnel, c'est un aspect de votre vie. S'il devient toute votre vie, vous allez vous cramer. Et vous aurez évité le salariat ou quitté le salariat pour éviter ça. Et en fait, c'est vous-même qui allez vous créer les conditions de le faire. Voilà, donc, et ça, c'est expérience. Hein. Voilà. Moi, j'ai fait ça, je me suis cramé. Mon fils m'a dit, ça sert à rien que tu sois là. J'ai dit, ok, demain, je change tout. Et aujourd'hui, moi, je dirige une entreprise, je vous disais, 32 collaborateurs, et c'est rude, on est dans le domaine de la formation. On fait des gros creux de chiffre d'affaires là qui donnent un peu le vertige, un peu beaucoup. Je ne travaille jamais le soir, je ne travaille jamais le week-end, je n'emmène jamais du boulot en vacances. Un jour, j'ai pris cette décision et je suis beaucoup plus performante, sans aucun doute. Voilà. C'était bien de le souligner. Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose ? Je dirais que c'est malgré tout pas facile. Je connais quand même, c'est d'arriver à séparer les choses. Bon. Après, je pense qu'il peut y avoir, je pense que c'est bien effectivement de viser ça, mais il faut quand même savoir qu'il y a des moments où ça passe pas et donc il faut quand même forcer et sortir de ce cadre qu'on vise. Voilà. Moi, je suis encore dans la phase où j'essaye de le caler petit à petit ce cadre. J'espère y arriver. Mais voilà, parfois il faut y aller quoi. Il n'y a personne pour rattraper ce qu'à un moment donné le patron il fait pas. Donc, Non, par contre, quand on y est, c'est extrêmement intense. Voilà. C'est ça. C'est important, voilà. C'était un peu vers là que je voulais et Nathalie, tu l'as très bien dit, et Grégory a commencé d'ailleurs quasiment par ça. Se donner du temps aussi et faire vivre son projet demande aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie quand on y est. Voilà, c'est important. Je sais que vous avez des rendez-vous derrière et je vous remercie d'ailleurs d'être venu. Est-ce que vous voulez, il nous reste encore quelques petites minutes, est-ce que vous voudriez rajouter 2-3 choses, Nathalie? Moi, je vous dis au revoir parce que sinon je ne serai jamais à mon rendez-vous. Nous, on vous dit merci beaucoup. Merci. On peut l'applaudir, Nathalie. Merci.
Merci. Peut-être qu'il peut y avoir des questions. On peut s'il y a des questions, peut-être, c'est une bonne idée. Est-ce que vous avez des questions? On voudrait poser une question. Alors, bougez pas. Je vais vous amener un micro, monsieur. Je fais l'hôtesse en même temps. J'ai pas le corps qui va avec, mais je fais l'hôtesse. Allez-y. T'es dur avec toi-même quand même, petit polo, tout ça. Ça va. Bonjour, moi j'avais une question. Tout à l'heure on parlait de la vie de famille et de notre entreprise. Moi mon entreprise elle a 1 an et demi et je la considère comme mon bébé. Et du coup là je passe vraiment beaucoup de temps en ce moment avec elle. Le but c'est qu'elle grandisse. Et justement je voulais voir avec vous l'expérience que vous avez eue au moment de la séparation, de laisser son entreprise à des salariés, à recruter de nouvelles personnes. Là, je suis dans ma bulle, je suis dans mon travail à fond et je vais devoir ouvrir un petit peu ma bulle pour justement passer le lead, que les collaborateurs travaillent ensemble avec moi et qu'on puisse faire grandir cette société. Je voulais voir avec vous comment vous avez senti cette transition-là, d'être solo à fond et de faire grandir le bébé, l'entreprise avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est cet esprit de déléguer un peu quelque chose qu'on a dans les tripes. C'est vrai qu'au début, ça fait un vrai choc mental quand tu passes du tout au tout. Moi, je sais que c'est pareil, c'est quand j'ai eu mon petit gars qui est né que, en fait, j'ai pris cette décision de rentrer chez moi le soir et d'arrêter en fait de travailler jusqu'à pas d'heure et de faire n'importe quoi. Donc, le truc, c'est que par contre, j'avais des gens de confiance sur qui m'appuyer. Et ça, par contre, c'est primordial. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, je peux avoir confiance en mon équipe et même le fait d'être là et de les laisser là-bas, il y a quand même cette relation de confiance qui est établie et j'ai une personne du coup qui devient mon associé bientôt, qui gère cet aspect-là aussi et qui fait qu'on peut en fait se reposer l'un sur l'autre quand il y a besoin. Donc quand lui il a besoin de partir, de prendre plus de temps, moi je peux prendre le relais. Et en fait finalement j'ai envie de dire c'est un peu comme dans un couple où voilà, avec le petit bébé, ben voilà, on se lève une fois sur deux le soir quand il faut ça, ou c'est un soir sur deux pour les plus chanceux. Mais en fait, c'est la même chose. Il faut savoir partager, il faut savoir faire confiance à l'autre. Et du coup, derrière, ça va et ça roule tout seul. Ouais, c'est vrai que moi, ça remonte un peu parce que tout de suite, dans les dernières expériences, j'avais besoin de monde tout de suite. Donc, du coup... Mais après, on n'est pas tous pareils sur notre capacité à déléguer. Et c'est dire, et voilà, parce que quand on délègue, ben, ça va pas forcément être fait exactement comme on aurait fait, tout ça. Donc c'est vrai que c'est une étape. C'est une étape, mais c'est une étape nécessaire. Donc je pense qu'il faut peut-être le coaching, justement, on en parlait, ça peut aider. Parce que comme ça, on peut discuter avec quelqu'un qui a un point de vue extérieur. Et on dit, voilà, ça s'est passé comme ça s'est mal passé. Ben ouais, regarde la situation, c'est normal que ce soit bien passé, c'est mal passé. Tu lui dis que c'est nul, ou tu lui dis de faire, mais en fait, c'est toi qui le fais. Du coup, il prend pas confiance. Mais c'est une vraie étape importante. Ouais. Mais ça, c'est vrai que tout le monde y passe. Et il faut que, voilà. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Et après, on garde quand même, c'est quand même votre entreprise. Et c'est pas parce qu'ils vont pas vous la voler. Les collaborateurs, c'est votre entreprise. Après, on peut ouvrir le capital aussi, ça se fait. C'est encore une autre étape. C'est pas obligatoire de le faire tout de suite ou jamais d'ailleurs. C'est au choix. Ça responsabilise des fois. Aussi. Mais ça peut être la bonne chose, mais ça peut ne pas être aussi des fois nécessaire pour. Ça dépend en fait. Ça c'est vrai que ça dépend des cas et des métiers aussi, je pense. Il y a des métiers où c'est bien, ça se fait plus. Ça amène une question du coup sur le fait de se dire on n'est pas tout seul, c'est encore à nous, c'est notre bébé et on a des gens qui vont nous aider. Je disais tout à l'heure que les collaborateurs sont aussi là pour nous accompagner et nous aider à développer en fait notre entreprise. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut, à mon sens, le voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas répondu de suite et j'ai laissé Florian et Nicolas répondre. Mais je rebondis sur ce qui a été dit et je dirais un dernier conseil, moi, qui me vient. C'est de faire confiance à ton instinct. Parce que quand tu vas recruter des personnes, c'est pas simple, etc. Et à un moment donné, ton instinct, il va te dire peut-être qu'avec cette personne, ça passe pas. Et au moment où tu sens ça, il faut être capable d'arrêter l'histoire. C'est très, très important. C'est-à-dire que quand tu sens qu'il n'y a plus un passage possible, qu'il y a des frictions, etc., ça ne sert à rien de continuer l'histoire avec un collaborateur. Parce que vous n'êtes plus en phase, vous n'êtes plus en adéquation avec les valeurs.
Et il faut être capable de taper du poing sur la table. Et c'est ça ton rôle de chef d'entreprise, c'est de dire à ce moment-là, stop. Je m'excuse parce que ta question, ça a été comment je vais faire pour recruter et quel est le passage. Je te donne le conseil d'après, mais je pense que c'est important à donner toujours le futur avant de parler du présent. Après, je pense que, alors je ne suis plus l'animateur, mais je suis chef d'entreprise qui parle. Je pense que là, en fait, Nicolas en parlait et Grégory et Florian aussi. C'est pas parce qu'on va augmenter nos équipes qu'on va plus être maître de la situation. Bien au contraire. Mais en effet, c'est quelque chose. On se pose cette question-là, et l'idée, c'est de se dire. Je vais transmettre à quelqu'un qui va m'accompagner, et au final, si ce n'est pas moi qui le fais, ça sera fait quand même. Peut-être différemment, mais ça sera fait. Voilà. Et l'idée, c'est d'accompagner cette personne pour que ce soit fait comme vous voulez que ce soit fait. Voilà. Et c'est donc la problématique un peu qu'on se pose quand on crée son entreprise. Pour première expérience, j'ai créé une entreprise, je l'ai arrêtée parce que j'ai eu peur d'embaucher. Elle marchait, cette entreprise, mais je l'ai arrêtée. Parce que j'ai eu peur. Alors, j'ai pas eu peur d'embaucher, j'ai eu peur de licencier. Voilà. Et c'est dommage. C'est dommage. Alors, c'était il y a 10 ans, mais voilà. Aujourd'hui, j'ai 6 collaborateurs. J'ai fait comme Nicolas. J'ai pas eu... Dès que je l'ai créé, j'ai eu besoin de monde pour avancer. Et je recrute encore aujourd'hui. Et par contre, moi, j'ai des problèmes de... Contrairement à Grégory, j'ai des problèmes de recrutement. Et je ne suis pas le seul, parce qu'il y a d'autres activités qui ont des problèmes de recrutement. Donc je pense, voilà, pour répondre à votre question, il n'y a pas à rougir, il faut que ce soit bien positionné, et votre entreprise restera votre bébé quand même. D'autres questions? Non? Pas d'autres questions? Messieurs, vous voulez rajouter quelque chose? Eh bien, merci alors. Non, d'être venu. Merci à vous.